C'était jusque-là une demande écartée par Paris, du moins tant qu'elle n'émanait pas d'un pouvoir légitime, entendez par là validé par les urnes. La France, pourtant, discute bien d'un retrait de ses forces du Niger. C'est ce que croient savoir nos confrères du journal Le Monde. Des échanges en vue d'un éventuel redéploiement dans la mesure où la coopération dans la lutte antiterroriste avec Niamey est bel et bien interrompue. De quoi mieux comprendre peut-être la sortie hier du Premier ministre nigérien. Cécile Galuccio nous en dit plus. Elles sont dans une position d'illégalité. Elles, ce sont les forces françaises. Devant la presse, le Premier ministre nigérien nommé par la junte ne mâche pas ses mots envers l'ancienne puissance coloniale et son ambassadeur, qui aurait refusé de répondre à une invitation. C'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable, quitte notre pays le plus rapidement possible. Sylvain Ité, persona non grata, tout comme les militaires français. Un sentiment largement partagé par la rue. Depuis plusieurs jours, ils sont des milliers devant la base de l'armée nigérienne où sont déployés une partie des quelques 1500 soldats français pour manifester leur rejet de l'Hexagone. Je veux jusqu'à ce que les Français quittent notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. Hier, la résistance a continué. Aujourd'hui, vous êtes témoins. Elle continue. Elle va continuer demain. Elle continuera après-demain. Elle continuera toujours jusqu'à ce que ces crétins la quittent. Entre Niamey et Paris, la tension ne redescend pas depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. D'autant que la France ne reconnaît aux putschistes aucune légitimité. En revanche, avec la CEDEAO, la junte a bon espoir de parvenir à une entente dans les prochains jours. Mais de son côté, la communauté a imposé de lourdes sanctions économiques au Niger et brandit la menace d'une intervention armée. On s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Pour faire face à une éventuelle menace, le Niger avait fermé son espace aérien le 6 août dernier. Il a rouvert ce lundi. Et l'espace aérien, justement, a rouvert. Avec quelles conséquences? Youssouf Seriba, journaliste à Niamey, directeur du média en ligne Les Échos du Niger. Bonsoir, merci. Et effectivement, comme cela avait été annoncé il y a quelques jours de cela, l'aéroport international Yuri Amani a ouvert pour les vols commerciaux qui étaient très attendus. Cela est donc uniquement pour les vols commerciaux, donc les vols militaires et spéciaux demeurent encore C'est très clair. Oui, Youssouf Seriba, malheureusement, le niveau du son n'est pas très bon. Avez-vous la possibilité de vous déplacer à proximité de votre micro? Oui, je disais que comme cela avait été annoncé il y a quelques jours de cela, je ne sais pas si vous m'entendez à présent. On vous entend, c'est un peu fort. Vous pouvez parler normalement. Les vols commerciaux ont repris. Donc, il y a eu le tarmac de l'aéroport international de Yamami qui est très documenté sur les lignes. C'est ce que nous avons appris avec quelques sources. Maintenant, les vols militaires et spéciaux restent encore bloqués. Donc, des autorisations spéciales. Oui, on a compris que les vols ont bien repris. Merci Youssouf Seriba. Malheureusement, la qualité du son n'est pas suffisamment bonne pour poursuivre cette conversation. En tout cas, on vient de l'entendre il y a quelques instants, le Premier ministre nigérien hier disait avoir bon espoir de parvenir à un accord avec la CEDEAO. Des espoirs que semble doucher le commissaire pour les affaires politiques de l'Union ouest-africaine, Abdel Fattah Moussa. C'était au micro de Marc Perelman pour France 24 aujourd'hui. Écoutez. La position de la CEDEAO reste la même. La libération du président Mohamed Bazoum, dont vous savez qu'il a été pris en otage, et le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. C'est la position de la CEDEAO. Nous n'allons pas répéter les expériences du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, où la CEDEAO s'est retrouvée dans un espèce de marchandage avec les régimes militaires sur la durée de la transition. Et au moment où nous parlons, certains d'entre eux pensent encore à prolonger unilatéralement les transitions dans leur pays.
Les chefs de gouvernement, membres de la CEDEAO, ont décidé que trop, c'est trop. Nous n'allons pas utiliser ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso comme modèle pour le Niger. Nous traçons une ligne dans le sable et nous voulons le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum. Voilà pour la CEDEAO. Alors s'agissant de la France, Paris excluait jusque-là un départ de ces quelques 1500 soldats déployés dans ces 3 bases. S'il n'y a plus de coopération militaire avec Niamey, est-ce que cela finalement ne tombe pas au coin, en tout cas n'est pas frappé au coin du bon sens, Patricia Lémonière, d'envisager un redéploiement, voire un retrait ? En tout cas, les militaires français, enfin une partie des militaires français partagent pratiquement une base avec des militaires du pays, en quelque sorte. Donc, je crois que les conversations existent toujours de militaire à militaire. Effectivement, pas de politique à politique, puisque les autorités françaises ne reconnaissent pas la junte actuellement, ni le Premier ministre en poste. Ce qui est intéressant, je crois qu'il y a des choses effectivement qui se passent, qu'il y a donc des contacts de militaire à militaire, et il y a plus que ça. Parce que si l'on regarde la déclaration du Premier ministre que vous avez cité, mais pas entièrement, il dit à un moment donné quelque chose d'important. Il espère possible de maintenir une coopération avec un pays, la France, avec qui on a partagé énormément de choses, dit-il. C'est pas n'importe quoi cette déclaration. C'est bien la première fois que l'on voit quelqu'un au Niger dire « Ah non, mais finalement, on veut plus de l'ambassadeur ». Ça, c'est clair et net, parce que, pour leurs raisons, les militaires, finalement, peut-être qu'on va discuter, on va s'arranger pour leur départ, parce qu'on a dénoncé ces accords, mais on veut maintenir et continuer une coopération avec un pays avec lequel on a partagé énormément de choses. Donc, il y a des choses qui se passent, tractées ou non par la CEDEAO. Peut-être comprennent-ils aussi que, ma foi, les sanctions, il va quand même falloir arriver à certains arrangements, parce que les sanctions, ça pèse lourd. Et puis, autre chose, sur le plan sécuritaire, les Américains sont toujours là et les aident beaucoup. Et ils ont besoin de cette aide américaine. Pour l'instant, on ne parle pas du tout du départ des Américains. Et les Américains sont peut-être aussi à la manœuvre pour dire, attention, quand même, arrêtez un peu avec les Français. Je ne suis pas dans le secret des Américains, mais il y a des choses définitivement qui sont en train de se tracter derrière, en gros, ce qui se joue sur la scène publique. Envisager un départ, c'est ce que semble penser en tout cas l'ancien président François Hollande qui parlait ici même sur France 24 il y a quelques minutes. Écoutez. Le fait que nous puissions nous retirer, où est le problème? Quel est le mal? Moi, je suis le président qui a fait intervenir les militaires français au Mali. Mais dans mon programme de 2012, quand je me suis présenté devant les Français, je n'avais pas inscrit, je vais faire procéder à une intervention militaire. Donc, le fait de se retirer ne pose aucune difficulté de principe, ni aucune remise en cause d'une influence quelconque. Aucune remise en cause d'une influence quelconque, rien de déshonorant à partir. Gauthier Ribinski, vous partagez cet avis de François Hollande? En théorie, ça serait parfait qu'on puisse segmenter les choses de la sorte. On sait très bien que la symbolique, elle joue très fort. Ce qui se joue là au Niger, c'est à la fois la perception des réalités, comme disait Patricia, avec des leviers de part et d'autre. C'est-à-dire que quand on discute, si on discute ensemble, c'est aussi pour faire en sorte probablement que personne ne perde la face dans cette affaire. Vous imaginez que si les choses se tenaient justement à cette force symbolique de cette actualité, on pourrait très bien envisager un blocus des emprises des soldats français, avec un blocus, une sorte de blocus effectif sur la nourriture, etc., etc. Ça aurait une force symbolique que personne ne veut atteindre parce qu'on ne sait pas ce qu'il adviendrait après. Donc il est normal qu'on se dise on va essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, ce que l'on a appris, c'est que ces contacts porteraient sur le maintien ou le retrait plutôt de personnels qui sont affectés à la maintenance d'outils militaires, d'avions, d'armes, etc. Bon. Ce que dit François Hollande, se retirer, c'est très bien sûr. Et ça serait même l'occasion de s'interroger sur la raison de la présence. Mais si vous voulez, étant donné les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et surtout le fait que tout ça est très tardif de la part de la France, quand la France dit aujourd'hui, on ne va pas reconnaître un pouvoir putschiste, très bien. Que ne l'a-t-elle fait depuis des décennies? Donc aujourd'hui, il y a des choses il y a presque un purgatoire qui se présente à la France aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire, mais
c'est vrai que la conversion est très tardive là par la France, ce qui ne veut pas dire qu'il faut précisément tout d'un coup approuver ce qui se passe avec des régimes de type putschiste au motif que nous aurions légitimement mauvaise conscience d'avoir été ce que nous avons fait en Afrique. C'est ça. C'est qu'il faut avoir à la fois la conception et la conscience de ce qu'a fait la France, y compris dans des décennies où elle a prétendu être propre et où elle ne l'était pas. Mais ça ne signifie pas non plus se mettre à plat ventre devant des personnages qui vont récupérer en quelque sorte cette manière finalement militaire, autoritaire, pour se vendre à d'autres pays, qu'on parle de la Russie ou d'autres, qui non plus n'ont pas une virginité absolument irréprochable dans le domaine du colonialisme. C'est ça qui est en train de jouer, et c'est pour ça que ces contacts, si vous voulez, ont, pour moi, pour but de rapprocher la réalité des choses de ce qu'elles peuvent avoir de concret, en essayant de mettre de côté cette chape de plomb éminemment dangereuse que peut être le symbolique et l'histoire. Prendre acte du fait que le vent a tourné à Niamey, Patricia, sans pour autant valider effectivement ce changement de vitrine officielle pour le régime, et donc que ça ne permet pas aux soldats français peut-être de poursuivre leur mission dans les meilleures conditions. Vous le comprenez, dans quel état cela laisse la lutte anti-djihadiste au Sahel? De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de travail avec les forces armées. Les soldats français ne font plus rien. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils pourraient effectivement partir, dans la mesure où ils sont inoccupés. Pourquoi les garder, dans la mesure où il n'y a aucune relation avec l'armée nigérienne? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mission de sécurité dans la région. Il n'y a plus rien qui est fait par l'armée française. Par contre, ce qui est fait, les Américains sont toujours là et les forces nigériennes sont toujours là. Ce que l'on note tant au Mali qu'au Niger et même au Burkina Faso, c'est effectivement une montée des actions des djihadistes qui profitent forcément dans ces périodes de vacuité et de troubles où il y a une absence soit de renseignements, soit etc., eh bien, d'attaquer. Et donc on a vu une montée des attaques des forces djihadistes sur certaines, au Burkina Faso il n'y a pas très longtemps, au Niger aussi. Donc effectivement, les djihadistes en profitent. Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'au-delà de ce gain que peuvent marquer sur le terrain les forces djihadistes, c'est qu'il y a actuellement, en particulier au Mali, des choses qui bougent. On voit des gens de la société civile qui étaient va-t-en-guerre, totalement pour la junte, qui commencent à demander des comptes à la junte et qui commencent à dire, mais alors dites donc, la transition c'était en mars 2024, dites donc, en fait on voit aucun bénéfice de tout ça, pourquoi vous arrêtez autant de monde, et puis aujourd'hui pourquoi même vous m'arrêtez en quelque sorte. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer. L'expérience finalement au cours des années est en train d'amener des modifications, je crois, dans ces régimes militaires. Bon, il faut laisser le temps au temps, et pour la France, et c'est l'heure peut-être effectivement de tirer les enseignements, de voir, mais je crois que il faut agir, comme le disait Gauthier, avec raison, par un dialogue, mais pas forcément par des déclarations tonitruantes qui ne font que durcir les positions et qui sont loin justement d'aplanir, parce que c'est seul par le dialogue et en aplanissant la situation, peut-être par un dialogue discret. Pas besoin d'aller faire des déclarations chaque fois devant la presse pour régler les problèmes. On peut laisser, Gauthier, ces États seuls face à cette menace, la gérer comme ils l'entendent d'une certaine manière, laisser aussi peut-être Al-Qaïda, le groupe État islamique, s'entretuer comme certains semblent l'espérer, ou bien faut-il chercher une solution de repli, toujours dans la région, comme on l'avait fait d'ailleurs au Niger, après les sorties difficiles du Mali et du Burkina Faso. Ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur la réalité du danger, de ce que signifie le danger, que ça soit Al-Qaïda ou que ça soit l'État islamique. C'est ça le problème. D'où aussi les ambiguïtés, d'où les erreurs. Ce que la France fait au Mali lorsqu'elle intervient donc pour stopper le mouvement djihadiste qui descend vers Bamako, c'est quelque chose qui va être interprété à la fois comme un acte fondateur par certains d'une nouvelle emprise colonialiste française, par d'autres
ça va être interprété comme un sauvetage. Et puis d'autres vont se dire aussi, et c'est là aussi le sens des ambiguïtés, d'autres vont se dire, notamment au Mali, les Français finalement qui ont été acclamés au départ sont là pour régler tous les problèmes. Et quand on sait que la présence djihadiste au Sahel, c'est quelque chose de non seulement militairement compliqué, politiquement compliqué, mais socialement compliqué, parce que dans certains endroits, le djihadisme supplée un État défaillant. Et puis ensuite, malheureusement, les populations se rendent compte à quoi elles ont affaire. Donc ça revient d'un mot, pour répondre à votre question, ça revient à la question de savoir comment peut-on se mettre d'accord sur ce que représente le danger djihadiste. Et c'est là que, si vous voulez, la question strictement militaire de la France, présence ou pas présence ou retrait, elle ne répond qu'en partie à cette question-là sur comment être d'accord sur le danger que représente le djihadisme. Patricia, juste un petit point, maintenant effectivement tout le monde regarde nos forces au Tchad. Et le Tchad, c'est la vraie question maintenant. Va-t-on renforcer les forces au Tchad, les gonfler avec les forces du Niger, ou va-t-on envisager aussi un repli, un jour ou l'autre ? Décidément, on est en mal de validation ce mardi. La Russie... Oui, sachant, pardonnez-moi, non, je suis désolé, mais ce que vient de dire Patricia est capital par rapport au Tchad aussi, justement, cette virginité politique que la France réclame aujourd'hui, d'où elle se part, l'a-t-elle eu par rapport au Tchad et à la succession beaucoup. Voilà. Ça explique. Et le Gabon. Et le Gabon aussi, c'est autre chose, bien sûr.